Bienvenue à vous dans cette nouvelle édition de Conversation en ligne de l'École des Arts Joailliers. Laure et moi-même, Mathilde, nous sommes à Hong Kong sur notre second campus permanent. Et d'ailleurs, ce mois-ci, en novembre, nous fêtons nos 3 ans avec bien du plaisir. Et d'autant plus que nous dédions du coup cette conversation à la bague dans tous ses états. Mais avant de commencer véritablement notre conversation, Laure et moi avons quelques petits détails pratiques et logistiques à vous donner. La langue déjà ? Tout à fait, Mathilde. Donc, ce soir, la conversation est donnée en français et si vous avez besoin de la traduction en anglais, elle est disponible sur notre chaîne YouTube et les liens sont sur le site de l'École des Arts Joailliers. Donc, la conversation sera uniquement en français ce soir, sans traduction. Et nous avons un modérateur à Paris, Céline, qui va prendre vos questions et nous ferons de notre mieux pour tâcher d'y répondre. Exactement. Donc, après notre conversation de 45 à 50 minutes, nous aurons une session questions-réponses. Et nous pourrons du coup en effet répondre à vos questions et vous donner quelques notices bibliographiques. Nous avons remarqué que beaucoup d'entre vous aiment lire et acheter des livres. Donc, nous reviendrons sur ce point par la suite. Eh bien, sans plus attendre, commençons. Alors, pour commencer cette conversation, Laure et moi voulions d'abord vous présenter un peu le paysage de la bague, car un si petit objet, en fait, comporte de nombreuses symboliques. Et vous voyez ici sur cette slide, nous avons en fait 2 différentes images de bagues, mais nous n'avons absolument pas les mêmes objets. À gauche, on voit bien avec la pièce de Frank Stella quelque chose de tridimensionnel, assez sculptural, qui doit vraiment couvrir une grande partie de la main. Et l'anneau pour enfiler se trouve tout à gauche. Tandis que sur la partie de droite, nous avons des bagues qui sont tirées de la collection du monsieur français Yves Gastou, qui donc en fait a collectionné de nombreuses bagues au cours de sa vie. Nous avons eu le plaisir nous les avons en exposition à Hong Kong. Nous avons eu le plaisir de les exposer en France il y a quelques années. Vous avez peut-être eu l'occasion de les voir. Donc on voit bien que sur ces objets, on a une réalité assez différente. Donc, ce qui est intéressant de considérer quand on regarde des bagues, c'est que les gemmes qui sont utilisées et le métal peuvent avoir véritablement une date assez différente. On remonte souvent des bagues, on les fait tailler, elles changent de propriétaire et parfois on crée une bague avec un objet qui n'était pas forcément originellement destiné à orner le doigt. Donc lorsqu'on parle de bijoux pour les doigts, la bague, encore une fois, un si petit objet que nous portons souvent est en fait plein de symbolique. C'est un véritable objet de communication, peut-être même anthropologique, et c'est vraiment l'aspect sur lequel nous voulons insister. Et vous voyez bien que ce mot, qui a une étymologie assez complexe, car on le retrouve, on en trouve les origines étymologiques en grec et en latin, mais on trouve aussi bien un mot baga qu'un autre mot qui serait lié aux chaînes. Ce qui est intéressant, c'est que le mot bague véritablement associe une sorte de cycle d'anneaux sans début, sans fin. Donc ça, c'est un point, et on voit bien qu'avec un corps de bague, des chatons et une tête de bague, on a en fait des objets très différents les uns des autres. Ils n'ont pas tous la même symbolique. C'était un point que nous voulions souligner avant de commencer avec vous, mais le second point sera aussi un point peut-être plus moral, dans le sens où les mains peuvent être vues aussi bien par la personne qui porte les bagues que par l'audience, la famille, les interlocuteurs. D'ailleurs, quand on parle, on bouge nos mains. Donc, c'est une sorte d'objet qui a un double sens pour nous, pour nos yeux, pour la personne qui le porte et pour le public. Et en cela, c'est un objet qui est moral, parce que lorsqu'on le voit, notamment au sein des mythes et des nombreuses bagues qui figurent dans les moments historiques ou les moments de grands romans et de grandes pages de littérature ou de philosophie, on voit bien que la bague appelle une conduite. Si je retire ma bague, notamment mon alliance évidemment, avant une sortie ou avant de partir en vacances, cela veut dire quelque chose. Si j'ajoute des bagues portées par des membres de ma famille, je dis quelque chose. Si je suis trop jeune pour porter une alliance et non mariée, mais que j'en porte une, c'est peut-être celle d'un membre de ma famille. Il y a plein de messages qui vont avec la bague. Et si on pense au cas de la République de Platon, que vous avez sans doute étudié à l'école ou à l'université, on sait bien que Platon, à un moment, pose cette question de l'anneau de Sigès, en fait, ou de Gigès, qui est donc cet anneau qui permet, lorsqu'on le porte, de devenir invisible.
Et Platon demande à ses élèves, que feriez-vous? Comment vous conduiriez-vous si vous deveniez invisible? Seriez-vous des hommes justes et bons ou commettriez-vous des crimes? Et c'est plus ou moins la même question qu'on retrouve tout au long de l'histoire et de la littérature, notamment chez Tolkien, puisque son hobbit va être confronté à la tentation. Porter la bague pour se transformer et avoir des dons surnaturels, dont aussi disparaître, ou au contraire la garder, ne pas la porter et résister à la tentation. Donc on a cet aspect moral de la bague qui pourrait donner naissance à une nouvelle conversation. Et ce que nous voulions aussi mentionner avec Laure, avant de commencer véritablement cette histoire de la bague dans tous ses états, nous voulions souligner qu'il y a beaucoup d'ornements pour les mains, que nous n'avions pas le temps finalement d'aborder pour vous aujourd'hui. Par exemple, les gants, évidemment des chaînes qu'on peut porter entre les doigts, les bagues de phalanges, des protections différentes. Donc il y avait, et puis bien sûr la peinture, le henné par exemple. Donc tout ça ferait partie d'une autre conversation sur la main ornée. Mais nous voulions aborder un phénomène qui est assez universel et qui est ancien, et qui n'est pas une bague, mais qui protège et décore les ongles. Et nous ne parlons pas du vernis. Donc, que peut-on voir, et notamment dans la Chine impériale? Alors, comment décore-t-on la main? Alors justement, Mathilde, tu évoquais l'idée de la communication par la bague. Là, vraiment, cet ornement, ce protège-ongles, est voué à communiquer un statut tout d'abord. Donc nous avons des ornements qui sont extrêmement délicats. Et pour cela, en fait, ils ont vocation à protéger les ongles. Dans la noblesse chinoise notamment, et les femmes particulièrement, depuis la dynastie Ming et surtout à la mode dans la dynastie Qing, en fait, les ongles sont laissés pousser. Et ce qui est un statut qui montre en fait que la personne qui a les ongles longs n'a pas besoin de travailler. Elle a donc des gens à son service et elle fait donc partie de la noblesse et de la cour impériale. Dans le cas du portrait que nous voyons ici, c'est l'impératrice Sissi. Dans la majorité, ce sont des femmes qui portent ces ornements. Et en fait, il y a toute une mode et il y a évidemment une appropriation du statut. C'est très important. Il y a beaucoup de symbolisme qui va avec. Là, dans le portrait que nous voyons à l'écran à l'heure actuelle, il y a ces ornements en jade qu'elle porte. En général, ces ornements sont portés pour protéger les ongles sur le petit doigt et l'annulaire. Ça peut être sur une main ou sur l'autre, c'est égal. En revanche, il y a beaucoup de symboles. Ça peut être peut-être des chauves-souris, des dragons, différentes choses, des phénix dans le cas de l'impératrice, c'est un symbole féminin. Mais ce qui est important, c'est de voir en fait que ces ongles sont laissés pousser très longs et qu'il y a donc un protège-ongles qui est un ornement qui a été créé pour cela, pour protéger et bien sûr pour orner ces ongles. C'est une tradition en fait qui est assez ancienne d'orner les ongles. Il y a notamment l'utilisation du lac depuis la dynastie Zhou. Il y a pas mal de couleurs qui ont été utilisées, notamment évidemment le rouge et le noir, qui commencent à être à la mode avec les Ming. Et là, en fait, avec les Qing, on a différents éléments précieux, différents matériaux qui peuvent être le jade, de l'or, comme on l'a vu sur la première diapositive, éventuellement des plumes d'oiseaux qui ont été travaillées comme en marqueterie. Donc ça peut être un élément extrêmement précieux. Et c'est à nouveau une communication au niveau du statut de la personne. Voilà, et donc un phénomène de ce type, des si beaux ornements peuvent se retrouver au Moyen-Orient et dans plusieurs civilisations. Ça pourrait être tout un sujet en soi. Donc maintenant, revenons à la bague, qui souvent donc est complétée par d'autres ornements sur la main. Nous voulions présenter la bague dans tous ses états selon 3 différents axes. Nous voulions d'abord vous présenter l'aspect fonctionnel, parce qu'en fait, les bagues peuvent être extrêmement utiles. De nos jours, elles ont une symbolique plus qu'une véritable fonction, même si on peut en discuter. Et de ces fonctions, nous allons du coup aussi dériver certains symboles et emblèmes qui sont assez typiques, n'est-ce pas, des emblèmes et des bagues. Même si nous ne sommes pas exhaustifs, nous ne pourrons pas faire une présentation chronologique. Cela nous amènerait à vous tenir pour peut-être 7, 8, 10 jours à discuter de la bague et son évolution. Mais voilà, nous prenons quelques emblèmes que nous pensions vraiment symboliques, et ensuite nous allons discuter de l'aspect purement artistique en fait de la bague, qui se présente vraiment comme une petite sculpture de 3 dimensions et qui de nos jours a une fonction tout à fait presque personnelle, subjective, qui permet beaucoup
beaucoup de liberté sur la créativité et sur l'expression de soi. Donc voilà un peu notre tableau et nous allons d'abord nous pencher donc, sur les fonctions de la bague, donc de la fonction à la décoration. Et nous commençons avec donc, des usages très anciens. Laure est archéologue, donc nous voyageons dans le temps, nous allons dans les civilisations antiques pour comprendre à quoi servent les bagues. Alors, la mode à l'époque de l'Empire romain, ce sont les toges. Dans les toges, il n'y a pas de poche. Par conséquent, où mettre ses clés ? Dans le cas de ce que nous avons en diapositive, nous avons une bague clé qui montre en fait qu'il était particulièrement pratique de pouvoir avoir la clé à l'anneau qu'on portait. En effet, ça évite de la perdre. Mais ce qui est fascinant ici, c'est qu'on a une inscription qui dit pulchris, qui fait référence à la beauté, et par conséquent, dont on peut imaginer qu'elle fait référence à des trésors, et peut-être que cette bague ouvre une espèce de cassette au trésor, quelque chose dans lequel les biens les plus précieux donc, du possesseur de la bague auraient été. Donc là, c'est quelque chose qui est à utilisation assez privée, en fait. Il y a d'autres exemples sur lesquels nous allons maintenant venir, qui sont notamment voués à une communication qui est quasiment commerciale. Donc nous avons au centre une chevalière qui est en fait aussi un sceau. Et là, en fait, la vocation de cet objet est vraiment de transmettre l'identité de son possesseur, de la personne qui la porte et de la personne dont l'image est représentée au travers du sceau. Donc, à chaque fois que la bague est utilisée comme un sceau, cette image traverse le temps et l'espace et peut se retrouver, évidemment, elle peut être utilisée pour signer un contrat, un document quelconque. Et là, vraiment, on a cet objet qui est dans la sphère publique et qui est extrêmement important, avec, il est forcément possible, des connotations légales et commerciales. Comment on va utiliser alors ce sceau ? Est-ce que tu peux nous préciser véritablement, de façon pratique, comment on l'utilise ? Alors, dans le contexte médiéval qu'on connaît, français, occidental, majoritairement, ce sont des sceaux qui sont des cachets de cire, en fait. Donc, en fait, on va imprimer le sceau qui est en fait en négatif sur la bague, on va l'imprimer sur une surface qui, elle, va prendre en une image positive l'image qui est traduite par le sceau. Et donc, en fait, ça sera une sorte, un peu comme à la fois une carte d'identité, un sticker, une marque de possession, une signature. Ça peut avoir beaucoup de valeurs différentes, mais très pragmatique. Absolument. Et nous avons des exemples modernes, des exemples revisités de chevalières dans la collection d'Yves Gastou, qui n'ont pas la fonction pratique immédiate qu'avaient donc les bagues médiévales notamment, ou la bague clé de l'Empire romain, mais qui ont vraiment une vocation à réinterpréter cette idée. Voilà, la chevalière étant vraiment cet objet qui, à la base, est porté bien sûr par les chevaliers, qui est vraiment un objet de statut et un objet social, et qui petit à petit devient un hommage à la vie chevalière ou aux ancêtres qu'on a pu avoir dans son arbre généalogique, et puis petit à petit aussi donc un objet vraiment de collectionneur. Donc voilà un peu notre image, les sceaux et cette idée de signature par la bague. De nos jours, voilà, nous avons nos téléphones et nous avons des badges qui permettent plus ou moins de faire cet exercice. Maintenant, si nous continuons dans ces bagues qui vraiment revêtent un statut contractuel et social, nous devons parler évidemment de l'homonoia, de la bague Absolument. maritale. Donc le lien matrimonial est traduit très clairement par certaines bagues. L'historique de l'anneau de mariage est un petit peu flou dans ses origines vraiment exactes, mais on sait qu'il y avait déjà ce genre de pratique dans l'Empire romain. Et là où c'est très intéressant, c'est qu'en fait on a une symbolique, notamment celle de la déesse Homonoia, qu'on voit ici sur la diapositive, qui est en fait une symbolique de la concorde et de l'entente. Donc la déesse de l'Homonoia est là pour personnifier en fait cette entente entre les peuples grecs et les peuples qu'ils ont acculturés de façon positive, qui se sont en fait intégrés dans la cité et qui peuvent en faire partie pleinement. Donc nous avons ici un symbole d'un élément étranger amené à un autre élément qui en fait fonctionne en parfaite harmonie. Et c'est là où le lien marital peut être en fait illustré. Et nous avons cette bague qui donc représente, par cette figuration de la déesse, cette Homonoia. Nous avons en revanche sur la diapositive de droite un symbole qui est beaucoup plus proche de ceux que nous connaissons, avec notamment une tradition qui est celle de la pierre rouge et celle des pierres blanches autour, qui sont aussi souvent liées au lien matrimonial, et on va le voir plus tard également.
Ce qui est intéressant ici, en fait, c'est que de la personnification par une déesse, donc en fait d'un élément qui est un élément iconographique, nous sommes passés à des inscriptions. Et ces inscriptions sont dorénavant majoritairement à l'intérieur de la bague. Donc nous avions un élément de communication extrêmement public avec la représentation de l'Omonoia, et nous avons un élément qui évidemment est public par la couleur des pierres, mais qui est aussi assez privé par le contenu en fait de l'inscription. Là, ce que nous regardons, c'est une bague en fait néo-renaissance. Voilà, donc aussi dans cette tradition d'honorer des liens familiaux ou des goûts très personnels aussi, en choisissant un type de bague qui fait référence à l'histoire, évidemment, puisque là, c'est ce dont on parle. Mais ce que nous voulions aussi souligner, c'est que de Vénus, on peut passer à Mars. Donc, si pendant longtemps, ces bagues que nous avons vues sont portées notamment plutôt par des hommes, puis ensuite éventuellement par des femmes, il y a toute une série de bagues qui sont assez masculines et qui sont clairement des ornements de phalanges et de doigts destinés aux combattants, aux régnants, aux puissants. Alors du côté de Mars, nous aurions ici tout à gauche, nous avons ces bagues de doge qui sont de nouveau des bagues néo-renaissance issues de la collection de Monsieur Gastou, et on peut voir ici qu'elles s'ouvrent. Donc déjà ce sont des bagues assez monumentales qui peuvent être visibles de loin, ce qui signifie que lorsque l'on donne un ordre, le doge de Venise est le chef de Venise, et lorsqu'il va être en cérémonie, apparaître dans une cérémonie, ses mains vont forcément avoir une gestuelle sur laquelle les yeux vont pouvoir se porter pour comprendre des messages et comprendre en gros qui est le leader. Mais l'autre aspect, c'est qu'on voit bien qu'il y a un compartiment au centre de la bague et qu'on peut ouvrir un petit compartiment qui pourrait évidemment être, si on parle d'une arme passive, un compartiment de poudre de poisson, poisson peut-être aussi, de poudre empoisonnée en fait, qui pourrait tout à fait être distillée comme ça discrètement lors d'un banquet ou d'un repas. Les historiens sont toujours un peu en train de débattre de ce point, mais voilà, on a tout cet imaginaire. De façon beaucoup plus violente, bien sûr. Si on regarde les deux objets à droite, on voit bien donc, en fait, la tradition du coup de poing américain qui va se traduire ici de deux façons. Au centre, on pourrait voir un hommage à la tradition de certains arts de la boxe et du combat en Inde, où certaines justement phalanges seront protégées avec des objets contondants qui coupent pour accentuer la violence en fait des coups, mais très originellement, donc le coup de poing américain, les protections de phalanges ont pour origine la Grèce antique, la Rome antique dans les combats de gladiateurs et éventuellement bien sûr dans l'art de la guerre. On protège cette partie-là de la main qui reçoit ou qui peut porter des coups, mais qui également porte les armes. Donc c'est vraiment la partie la plus importante à protéger. Alors originellement, ce sont des bandelettes de tissu ou de cuir, comme on en voit de nos jours dans les sports de boxe qui vont protéger la main. Mais ici, on voit comment des artistes et des designers peuvent en fait se réapproprier cet objet et vraiment créer quelque chose à la fois de beau, mais toujours de menaçant et d'assez masculin. En témoigne tout à droite le dragon qui est l'élément le plus je dirais, virilement combatif dans la mythologie chinoise. Donc un vrai symbole de puissance, de pouvoir. Ce ne sont pas là les mains et les phalanges de n'importe qui, ce sont vraiment des signes d'une violence et d'une force pour vraiment être vu et inspirer un peu la défiance. C'est quand même le but. Si on pense à la partie du monde dans laquelle nous sommes, Laure et moi, en Asie et spécifiquement en Chine impériale, il y a une tradition de très 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 belles bagues que l'on porte sur le pouce. Est-ce que, Laure, tu peux nous en dire un peu plus ? Absolument, Mathilde. Donc là, nous regardons des bagues d'archer. Et ce qu'il faut avoir en mémoire à ce moment-là, c'est qu'en fait, la préhension dans le tir à l'arc en Chine et dans d'autres pays du monde, mais en Chine, est très différente de la préhension méditerranéenne à laquelle nous sommes habitués. Donc en Occident, la préhension se fait en fait avec l'index et le majeur, et on tire en fait sur l'arc. L'arc n'est pas exactement du même design. Quand nous sommes dans la tradition mongole, en fait, la préhension se fait avec le pouce, donc on fait usage de cet élément fantastique qui est notre pouce opposable, parce qu'il a une force beaucoup plus importante. Néanmoins, le design est différent, et la technique est beaucoup plus compliquée, en fait.
parce qu'il n'y a pas de repose-flèche. Par conséquent, il est difficile de maîtriser l'arc et ça demande beaucoup de pratique. Il est aussi très important de protéger en fait son pouce dû à la puissance en fait de cette préhension. Et donc on a là des éléments qui sont des éléments d'ornement puisqu'ils sont en jade. On a un exemple de l'Empire moghol et on a ces exemples donc de la Chine, de la dynastie Qing. Nous avons des ornements ici qui sont notamment, en termes d'iconographie, le dragon dit Qilong, qui est un motif de dragon, qui là encore fait appel justement à cette idée de la puissance masculine, et qui donc est aussi un élément lié à la chasse et à la guerre. Donc dans le cadre des bagues d'archer, ici, il y a évidemment une idée de statut social, une codification à ce niveau-là, qui est liée à la valeur, en fait, au courage, évidemment, du guerrier ou du chasseur, et toutes les représentations que nous voyons sont liées à cela, notamment, en fait, les animaux qui peuvent être chassés, comme en fait la biche que nous voyons ici, ou alors les éléments du dragon. Ce sont des bagues qui sont très belles et qui sont ici dans des matériaux précieux tels le jade. Voilà, donc par exemple, un empereur ou un général satisfait de ses archers peut leur distribuer éventuellement ces objets qui sortent justement de la fonction pour devenir décoration, objets de prestige. Et ces objets se retrouvent en fait jusqu'à ce que l'archer perde son arc pour le pistolet et encore après. Donc ce sont des objets très intéressants et là encore, ce qui pourrait donner naissance à toute une conversation sur la bague d'archer. Donc ici, nous arrivons à un moment où évidemment après la guerre et les armes, on peut également aussi avoir le deuil et des objets de dévotion qui sont soit personnels, soit nationaux et qui vont être finalement illustrés par des bagues. Donc ici, on a 3 exemples. Tout à gauche, ce portrait en profil du duc de Bourgogne. Et alors la bague est peut-être un peu fatiguée, mais est en fait ornée d'émaux noirs, ce qui est vraiment iconique de la tradition d'un objet, et en particulier d'une bague de deuil. Donc l'émail noir va vraiment décorer tout le corps de bague. Il peut également, en particulier pour cette pièce, mais en général, y avoir des inscriptions comme le jour de décès en fait, de la personne dont le portrait figure au cœur de la bague. Donc ici, on a un objet médiéval autour du début du XVe siècle qui témoigne bien de cette tradition. Ici, c'est donc le duc de Bourgogne qui est un opposant important du roi de France. Donc on est vraiment sur une figure tutélaire, une figure de pouvoir à laquelle on rend hommage en portant une bague de deuil et de dévotion. Au centre, vous reconnaissez peut-être les initiales fort connues de la malheureuse reine de France, Marie-Antoinette. En 2018, une partie de bijoux de la famille de Marie-Antoinette a été vendue aux enchères. Cette bague figurait dans l'inventaire de 2018 et on y voit donc en fait les initiales en diamant de Marie-Antoinette et des cheveux qui ornent en fait l'arrière ou le chaton de la bague. Ici, ce qui est intéressant, ou ce que l'on peut voir, c'est que voilà, la bague va être un objet très personnel et après un décès ou pendant même la cérémonie funéraire, on va donc donner des objets faits exprès par le joaillier de la famille pour commémorer la personne qui vient de disparaître, tout comme de nos jours, lorsqu'on va à des obsèques, on va finalement avoir un livret de messe et souvent une photo de la personne défunte. Donc on a vraiment n'oublions pas que la photographie est quelque chose de très moderne et qu'on peut avoir des petits portraits, mais aussi des initiales comme objet de commémoration. Tout à droite, on voit un objet qui fait état d'émail noir, d'une urne, d'une femme qui pleure et peut-être aussi d'éléments ou d'inscriptions. Ici, c'est vraiment chez les joailliers au XVIIIe siècle, au XIXe siècle, des bagues de deuil préfaites en un sens peuvent être proposées, donc avec des éléments iconiques et toujours, je dirais, récurrents. Et ici, on voit bien cet exemple britannique de cette dame qui pleure sur une tombe. Donc c'est un élément très important et parfois combiné des cheveux du défunt ou de la défunte. Donc ce sont des objets qui ont en un sens perdu un peu de leur vogue en Europe et dans le monde, puisque de nos jours, encore une fois, nous avons la photographie qui va se substituer à ces objets. Donc ici, sur une note, disons, plus
philosophique, nous voulions isoler quelques symboles et emblèmes qui dérivent de tous ces objets portés donc, si quotidiennement et si personnels en un sens. La première chose à laquelle nous sommes maintenant exposés parce qu'il y a eu tout un regain de mode en art contemporain pour ces objets, c'est le memento mori. En latin, souviens-toi de la mort, souviens-toi que tu vas mourir. Donc c'est un objet spirituel à la base qui alors comporte en général soit des ossements, soit un crâne, soit une croix, un Christ. On va trouver plusieurs éléments voilà, de ces memento mori, alors qui en miniature, vous les connaissez peut-être par des natures mortes sur lesquelles va figurer un crâne, mais en miniature, on va trouver ces éléments en 3 dimensions, des crânes, comme justement sur la pièce la plus ancienne de notre diapositive ici, tout à gauche. Donc on voit la Bible sur laquelle figure ce crâne, et ici le message est multiple. On a d'une part l'idée que, évidemment, après notre passage dans un autre monde, ce qui restera le plus longtemps de notre aspect charnel, ce sera le crâne, ce que les archéologues découvrent bien sûr toujours de nos jours. Et c'est aussi un élément de philosophie qui appelle à réfléchir. Soyez de bons chrétiens, faites votre devoir de charité et d'humanité, car les choses sont limitées. Ensuite, la concordance avec des pierres précieuses. Il est dit dans la Bible que la Jérusalem céleste est ornée de toutes les plus précieuses gemmes du monde. Donc on a vraiment ici cette garantie d'accéder par ce passage dans l'après ou l'au-delà, comme on voudra l'appeler, vers un monde meilleur de beauté. Et ensuite, au sein de cet objet, normalement, la petite Bible ou le corps plutôt le haut de la tête de bague peut s'ouvrir. Et là, par exemple, dans cette Bible, on trouvera en fait, pareil, un petit crâne ou un squelette qui toujours sont des objets de méditation, vraiment pour sans cesse se rappeler les heures de prière, les heures de jeûne, les pratiques religieuses. Donc ici, plutôt dans une tradition chrétienne et plutôt catholique. Mais voilà, ce sont des objets intéressants. Si, dans l'évolution avec le temps, ce crâne devient un objet de fascination, si vous connaissez la mode du néo-gothique au XIXe siècle, avec Dracula, avec Frankenstein, il y a vraiment une fascination pour l'époque médiévale, et deuxièmement, cet élément du crâne, ce qu'on revoit sur le slide si vous regardez les autres images en général. Et on peut voir ici aussi où, disons, le crâne moderne va devenir un objet, même au XXe siècle, de rébellion, de culture de jeunesse. Voilà, donc dans la collection, par exemple, d'Ibiastou, on compte de nombreuses bagues tête de mort, et aussi au XIXe siècle. Donc ces bagues vont petit à petit devenir davantage un symbole de carpe diem. Vivez votre vie, soyez heureux, défiez les éléments et la mort, comme lors d'un concert de rock, qui est un peu un moment voilà, où on va défier l'ordre des choses. Et on a vraiment cette idée de jeunesse et de vie et de vitalité. Donc de nos jours, il semble, la tête de mort a un côté bien sûr mauvais garçon, peut-être motard un peu, mais c'est aussi positif, c'est aussi l'audace, c'est aussi le fait d'être indiscipliné, de suivre sa propre voie, donc c'est aussi une vertu positive. Ce qui est intéressant à noter, c'est que en Chine, en Asie, le crâne est absolument tabou, les ossements humains ne sont absolument pas des objets de spiritualité, ce sont des objets qui peuvent réveiller des fantômes et que l'on n'aime pas tellement avoir près de soi. Absolument. Donc on passe du memento mori à quelque chose de peut-être plus joyeux, qui célèbre l'amitié, la fidélité, l'amour, qui sont ces très jolies bagues qu'on appelle les bagues fédées. Absolument, Mathilde. Donc les bagues fédées, en fait, leur nom vient de mani in fede, qui vient de l'italien. C'est une tradition qui est très ancienne et qui date évidemment également de la Rome antique, dans ses tout premiers débuts, en fait. Et là, nous sommes en présence, en fait, de bagues qui sont de tradition irlandaise, la bague de Claddagh. Et ce sont des bagues qui, en fait, amènent la communication à un degré encore plus élevé que celui que nous avons vu jusqu'à présent. La communication avec le reste du monde et la personne qui porte la bague. Donc, dans le cas de la bague, en fait, fédée, dans la bague de Claddagh que nous voyons ici, nous avons d'abord le cœur, qui est symbole d'amour, les mani in fede, mains en confiance, qui sont le symbole de l'amitié, et donc de cette amitié qui est entre deux personnes. Et nous avons également la couronne, qui est un symbole de loyauté.
Si cette bague est portée sur la main gauche et que le cœur est tourné vers son propre cœur, à ce moment-là, cela veut dire que la personne est mariée. Si le cœur est tourné vers l'extérieur, toujours sur la main gauche, cela veut dire que la personne est fiancée. Si la bague est portée sur la main droite, et à ce moment-là, le cœur tourné vers son propre cœur, la personne est dans une relation. Si à l'inverse, sur la main droite, la bague est tournée vers l'extérieur, la personne est célibataire. Donc il y a énormément de codification et de communication qui passent par ce simple anneau, comme nous disions plus tôt. Là, ce qui est magnifique aussi, c'est l'exemple que nous avons du 19e siècle du British Museum, qui a ce très beau travail d'émail et qui également a les pierres que nous évoquions plus tôt, qui est la pierre rouge et évidemment le cœur et le diamant. L'émail rouge et le diamant. Oui, exactement. Rouge et blanc. Absolument. Et il peut même y avoir des inscriptions à l'intérieur de la bague, des poèmes d'amour, des dates. Bien sûr, beaucoup de choses peuvent être inscrites à l'intérieur. Absolument. Et sur cette bague-ci, en fait, nous avons la fleur de lys qui remplace la symbolique de la couronne et qui veut dire exactement cette même idée de loyauté. Nous avons également un petit cadenas qui représente cette éternité de l'amour. Voilà. Le cœur loqué à jamais, en un sens, ou attaché à jamais. Et c'est là qu'on retrouve l'élément de la chaîne, qui peut-être est à l'origine du mot bague. Donc, cela est lié au mythe de Prométhée. Ce serait toute une histoire de la mythologie à donner, mais on aurait des connexions ainsi de la chaîne et de la bague, et peut-être du diamant sur la bague. Tout ça est en débat et en question auprès des experts, mais voilà, un lien intéressant entre le diamant et la bague. Donc ici, on voit bien que les bagues peuvent dire énormément de choses. Peut-être vous n'allez plus porter vos bagues de la même façon maintenant que vous en connaissez les arcanes, surtout celle du sentiment. Donc quelque chose qui dit qui donne beaucoup de messages. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une bague de nos jours qui est pour les dames et qui est vraiment complètement associée à la féminité, c'est la bague de fiançailles. Mais pourtant, la bague de fiançailles, donc elle existe depuis à peu près la Renaissance. On date les premières bagues de fiançailles comme nous les connaissons, avec un diamant ou une pierre rouge. Nous les datons d'autour de, je vais simplifier, 1500, la Renaissance de notre ère. Mais plus de façon, dans les périodes plus modernes, comment ça marche, la bague de fiançailles? Quels en sont les principaux codes? Alors en fait, l'icône de la bague de fiançailles, qui est la bague solitaire que nous voyons ici sur la diapositive, donc la bague Tiffany, c'est en fait quelque chose qui est assez récent, puisque le joaillier Tiffany a créé cette bague en 1886. Donc c'est quand même très récent par rapport à l'histoire que nous avons jusqu'à présent parcourue. Et c'est vraiment l'élément le plus important est ce diamant, ce solitaire, avec les griffes qui le maintiennent. Il y a évidemment une tradition, comme tu l'évoquais Mathilde, qui vient de la Renaissance, en fait, qui était plus épisodique, c'est-à-dire qu'il y avait cette histoire de Marie de Bourgogne et de Maximilien d'Autriche, et ce qu'elle avait souhaité donc au XIVe siècle pour elle, pour avoir sa bague de fiançailles, qu'elle souhaitait qu'elle soit en diamant et en or. Nous avons ici, grâce au fait qu'il y ait des diamants qui sont plus disponibles, découverte de nouvelles mines également, et tout le travail de communication important de la société de Beers, nous avons depuis accès aux diamants, et donc du coup, ce motif, ce design en fait du joaillier Tiffany s'est répandu et est le plus populaire. Ça donne donc cette idée du solitaire, iconique, peut-être même pour certains de nos jours même galvaudé, parce qu'on l'a tellement vu, mais qui reste magnifique, bien sûr, si bien exécuté, et qui donne vraiment ce message de graver son amour dans le diamant. Quel grand message d'amour dans un couple. Absolument. Et nous avons un autre exemple qui est celui de Cartier, en fait, qui mêle les trois ors, donc or blanc, or jaune et or rose. Ça, c'est vraiment le produit d'une collaboration, en fait, entre un grand artiste français que j'imagine vous connaissez bien, Jean Cocteau, et Louis Cartier. Elle naît en 1924 et c'est vraiment une très belle symbolique puisque nous avons cette idée du 3, donc le couple et éventuellement les enfants, le premier enfant en tout cas. Et donc cette idée de l'amitié à nouveau qui est traduite, cette idée du lien qui est traduit avec le futur de ce couple, le futur de cet engagement, en fait, le futur du mariage. C'est quelque chose qui est aussi symbolisé par l'amitié entre Cocteau et Cartier à cette époque-là. Il y aura d'autres relations entre Cocteau et Cartier, mais là, vraiment, c'est ce que nous connaissons le mieux, en tout cas, et qui est lié aux fiançailles. Nous avons un autre exemple, plus récent, de Van Cleef et Arpels, qui est cette magnifique bague boucle que nous voyons, qui est inspirée, en fait, de la robe, en fait, de toutes les dentelles, les rubans
de ce motif merveilleux qui en fait est sur la robe de mariée. Et nous avons beaucoup de symbolique qui lui est associée. Évidemment, nous avons à nouveau le rouge et le blanc dans les pierres précieuses, mais nous avons également cette idée du nœud. Donc d'abord le nœud de l'infinité, le 8 notamment dans l'aspect chinois, et également le nœud d'Héraclès. Donc nous avons là une bague en fait qui allie plusieurs symboliques et qui est vraiment une bague qui est entre l'Est et l'Ouest, tout en associant des traditions, comme nous l'avons vu, assez anciennes, notamment avec ces pierres précieuses. Donc ici, bien sûr, on pourrait, et nous avons une classe à l'École des Arts Joailliers dédiée uniquement à la bague de fiançailles, donc nous n'allons pas rentrer davantage dans les détails, mais voilà un objet que nous prenons de nos jours comme objet féminin par excellence, alors que beaucoup de bagues ornées de diamants et des bagues de prestige étaient davantage attribuées aux hommes, aux souverains, aux princes dans les siècles passés. Donc voilà, un moment de transition, le 19e siècle et le 20e siècle. De nos jours, les hommes se réapproprient les bijoux et aussi les bagues. Donc c'est quelque chose qui est en train de changer. Nous voulions aussi discuter d'un autre motif qui sont les bagues protectrices, les amulettes, les talismans, les porte-bonheur et toutes ces bagues, vous en avez peut-être que vous sortez pour certains moments, pour passer des examens, pour aller chez le médecin, je ne sais pas, et qui sont des moments un peu de protection. Il y a plusieurs aspects sur les bagues amulettes, disons en général. C'est que depuis l'Antiquité, des encyclopédies des pierres, appelées les lapidaires, sont vraiment des ouvrages qui vont compulser les propriétés supposées magiques des pierres et vont prescrire comment les porter. Alors, on sait tous que l'améthyste est censé vous protéger de l'état d'ébriété. Bon, vous pouvez essayer. Le cristal de roche permet de protéger de problèmes de vue et éventuellement de vous montrer les éclats du soleil. Alors, il y a comme ça tout un tas de prescriptions, de gemmes qu'il faut porter sur sa peau, porter autour de soi, selon les maladies même que l'on a peur d'attraper. On va se protéger par ces bagues un peu protectrices qu'on dit de pouvoir apotropaïque. Elles vont repousser le poison ou les virus, en fait, qu'on appellerait ce qu'on dirait de nos jours, et nous protéger. Ces bagues sont normalement couplées avec des inscriptions qui seront sur le corps de bague. Ici, on peut les voir, même si on ne peut pas les lire distinctement. Et ces inscriptions vont être comme autant de formules magiques qu'il faut soit lire à haute voix lorsque l'on sent des premiers symptômes ou lorsqu'on a peur d'être empoisonné, ou simplement qui, parce qu'elles sont en contact de la peau, vont être protectrices. Donc on a ces différents aspects. Ici, sur cette bague amulette en particulier, la pierre en fait centrale est ce qu'on appelle, alors j'espère que c'est tout à fait la traduction, mais c'est une bague de crapaud ou de la buffonite qui serait en fait une gemme. En fait, ce qu'on aime, c'est l'idée blanche, opaque, qui semblerait s'approprier des pouvoirs magiques et ésotériques différents. Mais c'est vraiment là une protection contre aussi bien les maladies que les poisons, encore une fois. Alors un empoisonnement accidentel ou un empoisonnement criminel. Et c'est là que la bague qui est à droite, la bague serpent de chez Boucheron, entre en scène. Parce que pour nous, notamment en Occident, en Europe, le serpent n'est pas annonciateur de bonnes nouvelles, puisqu'il rend Adam et Ève déchus et exclus du paradis. Mais ce qui est intéressant, le serpent dans l'Antiquité et en fait en Chine et dans de nombreuses civilisations, le serpent est extrêmement positif. Il annonce la pluie, il change de peau, il mue selon les saisons, comme une sorte de principe de renaissance, et il sécrète pour certaines espèces du venin qui peut, à petite dose, être un antidote. Et donc on a vraiment cette idée de quelque chose qui peut distiller la malchance ou le mauvais œil, ou au contraire garder Satan ou les mauvais esprits loin de soi. Donc, et ce serpent, qui est si iconique dans l'Antiquité grecque, l'Antiquité égyptienne, bien sûr, si vous connaissez Pharaon, qui est orné d'un symbole de cobra, ou bien sûr en Mésoamérique, où on voit des serpents absolument partout, on va aussi le retrouver en Asie. Donc un serpent gigantesque et magnifique va devenir en fait un dragon, n'est-ce pas ? Alors tout à fait, Mathilde, il y a une association en fait entre le serpent et le dragon. Le dragon est évidemment un animal à lui singulier, comme le serpent, ils sont tous les deux dans le zodiaque, mais il ne faut pas oublier que le dragon dans la mythologie chinoise est un élément extrêmement positif.
En fait, c'est un élément qui est d'abord associé au statut de la cour. Donc, c'est un élément extrêmement codifié également. Par exemple, un dragon à 5 griffes est lié à l'empereur lui-même, et un dragon à 3 griffes, par exemple, sera un statut inférieur à l'empereur au sein de la cour. Donc, il y a une énorme codification qui se lie au travers du motif du dragon. C'est un motif qui évolue en fonction des périodes. Là, nous avons notamment un dragon de Shillong sur cette magnifique bague d'ornement, une bague d'archer, qui là est en or et par conséquent est extrêmement lourde. Et donc, elle était faite pour être portée sur le pouce également, mais elle est uniquement à vocation ornementale. À nouveau, le motif du dragon est assez complexe en Chine et extrêmement positif. Il est lié parfois aux rivières, à l'eau. Il est également lié à la puissance, bien sûr, et il y a une grande différence avec notre motif du dragon occidental qu'il faut avoir à l'esprit quand nous regardons ce type d'objet. Il y a un autre exemple que nous avons également dans la culture chinoise, qui est cette magnifique bague, en fait, qui a des éléments de lotus, des petites fleurs de lotus. Et là, en fait, l'idée, c'est lié à la fertilité. Donc, nous avons un autre type de bague qui, cette fois-ci, est vouée à une femme, la bague de dragon. Le dragon est un ornement masculin, donc c'est la bague que nous voyons à gauche sur la diapositive, en fait, est vraiment faite pour un homme. Le phénix serait l'équivalent, en fait, en termes de statut, pour une femme. Quand nous regardons la bague qui a, en fait, les éléments de lotus, nous avons là une bague qui est liée à la fertilité, et à nouveau, nous avons cette idée de la trilogie, en fait, de la trinité que nous avions dans la bague de Cartier, cette idée du couple avec un enfant. Donc là, elle est vraiment évidente, et c'est évidemment ce qui est le plus désiré en Chine, c'est d'avoir cet enfant comme fruit du mariage. Nous sommes à nouveau dans des périodes qui sont plus anciennes. Dans le cas de la bague en fait d'ornement, de la bague d'archer d'ornement, nous sommes dans la dynastie Qing, et nous sommes un petit peu plus tôt en fait avec les Ming dans la bague qui représente les lotus. Donc il y a plein de symboliques différentes en fonction des motifs. J'y pensais, si vous voulez en savoir plus, l'École des Arts Joailliers de Paris ouvre bientôt une magnifique exposition dédiée aux trésors en or de Chine. Donc vous pourrez bientôt découvrir très prochainement des objets issus de cette même collection qui vient de Hong Kong et qui a d'abord été exposée à l'école à Hong Kong. Et vous pourrez découvrir les très nombreuses symboliques, parfois aux antipodes des symboliques occidentales, ce qui est toujours très intéressant de noter. Pardon, oui Non, pas du tout. Donc c'était voilà, des éléments, en fait, qui exactement, ces deux bagues étaient dans l'exposition que nous avons eue à Hong Kong. Et c'était vraiment intéressant de voir les différentes en fait, iconographies que nous pouvions constater. Donc, de ces éléments qui déjà vous donnent plusieurs idées de comment lire en fait, l'objet et les motifs qui sont sur les bagues, nous allons maintenant voyager auprès de pièces ou regarder des pièces qui sont plus sculpturales, plus contemporaines aussi pour certaines, et qui sont issues, et là nous n'aurons cesse de le dire dans une école des arts joailliers, de l'immense savoir-faire des joailliers, des artisans, de tous les ateliers qui travaillent. Donc ici on voit aussi les artistes, les designers, les ateliers, les signatures, tout cet aspect des bagues qui font qu'on peut les reconnaître en fait au premier coup d'œil. Ce sera le cas par exemple pour ces bagues monumentales, donc vous avez peut-être là aussi pu profiter de la rétrospective ou de l'exposition dédiée aux créations de Jean Vendôme à l'École des Arts Joailliers à Paris. Et on voit vraiment un côté architectural, monumental pour ces créations et pour bien d'autres, surtout à la période moderne, n'est-ce pas ? Absolument, Mathilde. Donc, nous sommes en présence de bagues dont les créateurs sont identifiés. Nous avions, avec les bagues de fiançailles, déjà identifié des joailliers. Là, nous identifions des gens qui sont d'abord qui ont le savoir-faire des joailliers, mais qui sont des artistes absolument. Donc, ce qui est intéressant avec le cas de Jean Vendôme, c'est que nous avons une bague qui représente une tour, qui d'apparence n'est pas particulièrement pratique, mais qui en fait est extrêmement confortable et qui est monumentale à nouveau. Ce qui est fascinant avec le parcours de Jean Vendôme, c'est qu'il a fait ses armes dans les ateliers familiaux en fait de joaillerie, mais qu'il a été éduqué en gémologie également et qu'il a donc ce savoir et qu'il a été à l'École nationale supérieure des beaux-arts. Donc en fait, il a une formation d'artiste pleinement qui lui permet de créer des pièces qui sont absolument hors du commun. Donc il marie en fait le savoir-faire de la gémologie, cet apprentissage qu'il a eu dans les ateliers familiaux, ceux de son oncle, et également, en fait, cette gémologie, ce savoir de la gémologie. Donc là, on a quelqu'un qui est pleinement dans les différents aspects de la fabrication, évidemment, de la joaillerie, mais qui ajoute sa touche personnelle, et on a des créations qui sont absolument originales et uniques. Nous avons également le cas de David Hensel,
qui est aussi extrêmement architectural. Alors là, on a plus l'idée d'un dôme, comme le haut d'une cathédrale, en fait, comme on pourrait voir dans les dômes, le Duomo notamment, en Italie. Et donc, son objet de prédilection, enfin son matériau de prédilection, ici, est le bois. David Hensel était aussi formé comme médecin et il a aussi fait le Brighton College of Arts, et donc il a également cette formation d'artiste. C'est là où, à nouveau, c'est intéressant de voir que ces deux différents types de formations, unis ici, lui ont permis de réaliser des pièces qui sont à nouveau architecturales, monumentales, absolument uniques. Ce sont des pièces qui ne sont pas courantes en joaillerie et qui sont vraiment, qui relèvent de cette unité, en fait, cet aspect complètement nouveau. On a à nouveau cette reconnaissance du travail, en fait, de l'artiste également. Et si on regarde plus en détail les merveilles qui sortent en fait des ateliers et des créations contemporaines ou non, force est de constater qu'il y a vraiment une créativité et un art absolument développé. Ici, nous voulions aborder l'idée de la transformation. L'idée qu'une bague ne se part pas forcément à un seul doigt, mais qu'elle peut en fait cacher un mécanisme qui va lui permettre d'ouvrir et de fermer, et une sorte soit de vis, soit vraiment de mécanisme qui va opérer une transformation pour une bague. Pour une bague entre les doigts. Nous voyons les bagues Gimel, qui sont du coup donc des bagues tout à gauche, qui sont deux anneaux, en fait des anneaux de mariage, et qui sont ornés d'une pierre rouge et d'une pierre blanche. Au sein de cette structure, donc qui est double et qui peut s'ouvrir, on peut trouver d'un côté un petit bébé et de l'autre côté un squelette. Donc, ils sont deux éléments de Memento Mori qui rappellent que l'on peut, évidemment, la vie, la mort, le mariage sont des liens indéfectibles, d'autant plus que l'inscription ici sur la bague représente ou énonce ce principe du mariage, ce que Dieu a fait ne peut être défait. Donc voilà un type de bague, si vous voulez en savoir plus, les Gimel Rings ou les bagues jumelles, comme le mot l'indique, sont très bien documentées dans les grandes collections muséales dans le monde, parce que c'est vraiment un objet absolument magnifique, qui en un sens va inspirer, ici vous voyez, je vais revenir, donc on a ici pour Marchak, une bague bien plus contemporaine au XXe siècle, avec différents anneaux qui s'imbriquent et qui, si on les déplie, va devenir du coup un bracelet. Donc ici, on voit bien cette idée de la chaîne et vraiment de cette imbrication un peu merveilleuse et sans doute très complexe à exécuter. Et enfin, on voit pour Van Cleef et Arpels cette bague Lotus, qui est une bague entre les doigts, qui n'est pas, enfin, ça existe déjà dans l'histoire, mais voilà, on retrouve tout un engouement pour ces bagues entre les doigts en 2015 et bien sûr en ce moment, c'est vraiment une mode très importante. Il y avait un autre élément que nous voulions aborder, qui était les mécanismes miniatures. Nous transformons, Absolument. Nous montrons des objets scientifiques merveilleux, et donc nous voulions parler des mécanismes. Ici, on a trois objets très intéressants. Absolument. Donc, nous avons évoqué des éléments qui sont monumentaux, nous avons évoqué des designs qui sont monumentaux, des designs qui sont transformables. Il y a dans l'histoire également des mécanismes en fait qui ont été miniaturisés. Et là, à nouveau, c'est absolument époustouflant de voir que des mécanismes qui normalement tiendraient dans une montre, par exemple, comme c'est le cas sur la bague que nous avons à gauche, sont miniaturisés au point qu'ils tiennent dans une bague. Donc, c'est évidemment un accomplissement en soi. Techniquement. D'abord, les montres ont évidemment évolué avec le temps et l'idée que le mécanisme soit miniaturisé dans une bague est absolument étonnant. Donc après, il y a tout un élément de codification sociale également qui n'était pas de la meilleure élégance de regarder le temps, donc c'est beaucoup plus discret sur une bague évidemment, notamment pour une femme. Ici, les mailles sont enlevées et les perles sont absolument merveilleux. Fine, délicate. C'est très très beau. Et donc, on a une bague qui, en fait, cache un mécanisme qui est quand même assez complexe et qui le cache très, très bien de façon tout à fait minimale. Nous avons au centre un mécanisme tout aussi étonnant qui est celui de la boîte à musique, en fait. Donc, c'est une bague qui fait partie de la collection d'Yves Gastou et qui, en fait, le mécanisme ne marche plus aujourd'hui. Cependant, tout le mécanisme d'une boîte à musique, qui est quand même relativement conséquent normalement, a été miniaturisé et mis dans cette bague. On constate par conséquent qu'on a atteint un niveau de perfection technique qui nous permet de réduire des éléments qui sont normalement assez physiquement
importants et qui sont réduits, que ce soit une montre qui peut-être est plus petite, qu'on attend en tout cas qu'elle soit plus petite, une boîte à musique dont on attend qu'elle soit plus conséquente, et on a là des exemples de miniaturisation. On a notamment aussi à droite un élément encore plus intéressant et peut-être plus épicé, dirons-le. On a une bague, en fait, qui est une bague d'espion du KGB. Et là, un mécanisme de caméra, en fait, pour la photographie, est caché à l'intérieur avec toute une technicité qui permet de prendre plusieurs types de clichés. Et donc, on peut imaginer à quel point cet élément est discret. À nouveau, on a tout ça miniaturisé dans une petite bague. Donc, ce qu'on essaye de démontrer ici, c'est qu'on peut avoir des éléments qui sont monumentaux, des éléments transformables, des éléments miniaturisés. Il y a toute une versatilité et tout un élément, une prouesse technique qui vient en fait avec les bagues. Et qui aussi est le témoignage d'une évolution scientifique et vraiment de techniques nouvelles. Si nous voulons par la suite revenir sur les bagues monumentales ou les bagues tridimensionnelles, il nous faut mentionner des artistes encore plus contemporains, vraiment qui sont nos contemporains en ce moment, comme ce duo vraiment très sculptural. Absolument, Mathilde. Et des artistes, en fait, qui sont des stars de la scène contemporaine, mais qui n'ont pas forcément des formations de joaillier, à l'inverse de Jean Vendôme, qui donc avait cette gémologie qu'il avait étudiée, ou David Hensel, pour le coup, qui avait des formations scientifiques. Là, nous avons des artistes à part entière qui interprètent, en fait, la monumentalité de leur œuvre de façon miniaturisée. Et c'est là que nous voulions en venir. Il y a donc, en fait, notamment Sofia Vari, qui est connue pour ses sculptures qui sont vraiment de très grande taille, qui sont notamment faites pour l'extérieur. Et dans le cas que nous voyons ici, c'est un motif très similaire à ces motifs artistiques, mais qui est miniaturisé dans une pièce de joaillerie. C'est magnifique. L'artiste avait en fait dû beaucoup voyager, notamment puisque, étant l'épouse de Fernand Bottero, elle avait dû le suivre également, mais elle voyageait aussi pour ses propres besoins. Et donc, voyageant tout le temps, elle avait la tristesse de ne pouvoir pratiquer la sculpture et par conséquent, elle avait commencé à pratiquer de façon miniature. C'est comme ça que sont nées originellement les bagues, comme celles que nous voyons à l'écran. Il y a également Damien Hirst, qui n'a pas besoin d'être introduit et qui est peut-être le plus grand, le plus célèbre des artistes dans les jeunes artistes britanniques, dans les YBA, les Young British Artists. Et donc, cet artiste qui est très célèbre travaillait énormément et continue de travailler énormément sur ce rapport entre la science et la religion, et notamment dans des séries telles que les peintures pharmaceutiques ou encore les cabinets de médecine. Et là, ici, on a une interprétation en miniature à nouveau, où l'on voit en fait son travail quelque part condensé en fait avec ces pilules que nous voyons qui sont liées à des éléments artistiques. Et donc, on voit très bien évidemment la beauté de l'or et des pierres précieuses. Et la série s'intitule en fait Les bagues cathédrales. Et ce n'est pas pour rien, parce qu'à nouveau, il y a ce lien entre la religion et la science, et ce lien à nouveau entre les croyances et l'efficacité des différentes médecines, notamment celles que nous voyons ici, Prozac et Valium, qui font évidemment effet sur la psyché. Donc ici, une version moderne des bagues amulettes ou des bagues médicales ou des bagues qui nous rappellent ou qui nous permettent peut-être de conjurer la dépression, puisque ici, il s'agit de Prozac et de Valium. Donc voilà, des éléments évidemment pleins d'humour, de provocation, mais aussi de créativité. Ce qui est intéressant en parlant de créativité, nous voulions bien sûr terminer cette conversation, puisque nous sommes dans cette partie du monde, sur des créations sculpturales en Asie. La première est donc consacrée à Wallace Chan. Là aussi, est-il nécessaire de le présenter, vraiment une personne très importante pour la haute joaillerie et la joaillerie moderne. Wallace Chan est entraîné ou est formé comme joaillier très jeune, et après 40 ans d'une immense carrière, il est maintenant connu pour avoir presque révolutionné en fait la haute joaillerie contemporaine en utilisant du titane et en créant une coupe ou une taille de pierre qui s'appelle la Wallace Cut, qui permet de maximiser les effets de la pierre en utilisant, ou des gemmes, en utilisant les techniques liées à l'intaille, au camé, à la gravure, donc des choses, je ne suis absolument pas capable de vous en parler vraiment en détail, mais des choses vraiment importantes, et en combinant des matériaux et des couleurs, comme on le voit là sur l'image, qui sont extrêmement forts. Donc ici, ce sont des véritables sculptures minérales et métalliques en un sens.
Donc on est ici avec un artiste qui a fait toute sa carrière là où nous sommes, en fait, à Hong Kong. De l'autre côté, à droite, nous avons une Taïwanaise, Cindy Chow, qui, elle, est issue d'une famille de sculpteurs et d'architectes et qui va, elle aussi, créer des objets, des bijoux, de haute joaillerie et des bagues comme celle-ci, avec ce motif vraiment de l'anneau, double anneau, qui ressemble plus ou moins au corps d'un serpent, donc cette forme serpentine, de ce nœud infini, de toute cette notion d'éternité que nous avons déjà évoquée, et de ses couleurs, puisqu'ici on est donc sur une bague de cocktail avec ces couleurs rouge, rose et blanc, diamant, rubis, tourmaline, ce genre de combinaison qui rappelle vraiment une personnalité forte, un message personnel, quelque chose voilà, de très fort. Et ces deux créateurs sont de nos jours collectionnés dans des institutions muséales, British Museum, Smithsonian Institute et sans doute d'autres qui acquièrent en ce moment leurs œuvres et dont nous ne sommes pas encore, avec lesquelles nous ne sommes pas encore familiarisés. Donc ici, en conclusion, nous voulions simplement dire que donc, la bague, qui est si de nos jours associée à la féminité, est longtemps masculine et signe de pouvoir et de virilité. Mais nous voulions aussi dire que c'est un élément d'héritage et de patrimoine, n'est-ce pas? Absolument. Donc là, nous avons en fait des bagues dont je pense que tout le monde peut reconnaître à qui elles appartiennent. Et donc nous avons évidemment la communication de l'identité de la personne pour laquelle les bagues ont été faites et qui les porte, mais aussi de leurs héritiers. Donc nous avons cet élément de famille, nous avons cet élément, il s'agit des bagues originellement de Diana et de Charles et qui maintenant appartiennent évidemment à leurs héritiers. William, bien sûr, et Kate. Donc c'est associé à la monarchie britannique, c'est un symbole très important et aujourd'hui elles sont immédiatement reconnaissables avec toutes les valeurs qui vont avec, de la monarchie en passant par cette idée du couple et de la famille. Nous avons à l'inverse, sur la diapositive à droite, en fait, un élément qui est un élément vraiment lié à la mode et en fait au branding, qui est lié vraiment à cette idée de communication pure, qui met en avant évidemment le motif que nous avons vu auparavant des protèges phalanges, voilà, merci, et qui met aussi en avant la marque. Donc là, nous avons un élément qui est voué à être vu et reconnu, mais dans un monde complètement différent, et pas du tout par rapport à l'identité de l'individu, mais vraiment par rapport à une marque. Donc c'est assez fascinant de voir toutes ces évolutions. Et notamment, nous pouvons apprécier pleinement l'audace d'un collectionneur comme Yves Gastou, qui a donc, à notre époque, de façon contemporaine, collectionné toutes ces bagues. Donc nous arrivons au terme de notre discussion. Avant de poursuivre sur quelques informations de la saison des conversations à l'École des Arts Joailliers, nous voulions bien entendu déjà vous remercier d'avoir été avec nous et surtout répondre à vos questions. Et c'est là que je prends mon téléphone pour regarder les questions que notre chère Céline m'a transmises. Alors, nous avons pas mal de questions. Bon, nous allons en choisir 3, si vous le permettez, afin que vous puissiez aller déjeuner, puisque certains parmi vous sont peut-être sur leur pause déjeuner. Alors, j'aime beaucoup la question « Savons-nous dater la première bague ?» J'aime beaucoup cette question parce que nous ne pourrons peut-être pas y répondre. Alors, il y a quelque chose qui est fascinant dans l'avancée de la science, c'est qu'en fait, on ne cesse de faire des découvertes. Donc, même quand on peut dater quelque chose, déjà, c'est un point important, même quand on pense pouvoir dater quelque chose, il est tout à fait possible qu'une découverte postérieure nous ramène, en fait, à changer cette idée de la date. Exactement. Donc ça, c'est vraiment l'aspect scientifique, je dirais. Ce que je sais, c'est que dans l'Antiquité, on prend des anneaux de fer ou de métal lors du mariage, mais ce n'est pas forcément à garder toute la vie. Alors, ce sont des bagues, mais elles n'ont peut-être pas les mêmes connotations que nous avons de nos jours. Absolument. En plus, on sait aussi que dans la période préhistorique, il y avait des bagues qui sont faites dans des matériaux organiques, peut-être de l'os, peut-être d'autres éléments, et qui n'ont pas forcément survécu, en tout cas dans leur intégralité, dont on ne peut être certain qu'ils étaient des bagues. Mais on sait que ça existait et on en a trouvé certaines. Il est très difficile en fait de dater la bague, ça dépendrait de culture, ça dépendrait de géographie. Donc aussi difficile d'avoir un temps qui serait linéaire en fonction des différents continents, des différentes cultures. Et ceci montre bien parce que si vous recherchez vous-même l'étymologie du mot bague, vous trouverez vraiment plusieurs entrées et plusieurs interprétations.
Donc peut-être on peut penser qu'à partir du moment où l'homme sait utiliser le métal, il va très vite porter des bagues. Voilà une chose très certaine. Ce qui est avant, il doit forcément y avoir des ornements de doigts ou même des peintures et des couleurs qui ne sont pas forcément du coup en métal, qui sont peut-être ce que nous appellerons nous des tatouages ou de la peinture. Voilà. Donc peut-être une excellente question, mais complexe, toujours très difficile de donner la première manifestation d'un phénomène culturel, parce qu'on peut complètement se tromper, comme tu le disais. Une question pour la Chine. Pourquoi l'impératrice Sisi porte-t-elle seulement 2 protège-ongles et pas sur toute la main? Excellente question. Alors, dans la tradition, en général, ce n'étaient pas tous les ongles qui étaient laissés pousser, c'était vraiment traditionnellement plutôt voilà, le petit doigt en fait et l'annulaire. Parce que sinon c'est quand même relativement complexe. Alors il y a d'autres éléments, mais chez les femmes de la noblesse, c'est vraiment là qu'est le statut, en fait, c'est vraiment là qu'est le symbole. Et donc c'est une question de tradition, en fait, aussi de mode peut-être, mais vraiment c'est comme un code, en fait, c'est pour ça. Ce qui est sûr, c'est que l'impératrice ou les nobles dames en Chine, elles se laissent pousser tous les ongles de doigts, mais pas à la même longueur, n'est-ce pas? Absolument. Et que les très longs sont souvent, en fait, peut-être ceux des doigts qu'elles utilisent moins. Les anthropologues disent que bientôt nous allons perdre notre petit doigt parce que nous ne l'utilisons plus beaucoup comparé à nos ancêtres. Donc, vous voyez, beaucoup de choses en évolution. Mais plus sérieusement, certainement que ces femmes, elles pratiquent la calligraphie, elles saisissent quand même des choses dans leurs mains. Elles ne sont pas nourries à la béquille non plus. Et les baguettes que l'on utilise pour se nourrir, elles sont utilisées avec ces mains-là. Donc peut-être voilà pourquoi elles n'ont pas des ornements sur les autres, parce qu'elles ont besoin de se nourrir et de manipuler. Il y a évidemment un principe d'utilité. Très pragmatique, certainement. Absolument. Il y a toujours des raisons pragmatiques d'abord à certains phénomènes culturels. Avons-nous le temps pour une autre question? Je sonde la régie de l'œil, mais il semblerait que oui. Pourquoi appelle-t-on les bagues des chevalières? Alors, la chevalière, c'est vraiment cette tradition pour la bague médiévale, en fait. Alors, elle est portée par les chevaliers, mais pas seulement. Et comme les chevaliers voyagent, puisque vous savez qu'ils partent en croisade et qu'ils défendent la foi chrétienne dans le monde, ils ont besoin, déjà ils correspondent beaucoup avec leur état-major, si je puis dire, leur état-major, la papauté, les différentes autorités ecclésiastiques de leur pays, et du coup ils ont besoin de signes de reconnaissance. Comme en plus ils sont en territoire, je dirais, ennemi, puisqu'ils sont en Méditerranée, dans un territoire ottoman, musulman, ils ont besoin de signes de reconnaissance entre chrétiens. Donc on a aussi ces aspects. Donc en fait, les bagues de chevalier, elles attachent le chevalier à son ordre. Les chevaliers teutoniques, ce sera plutôt, et d'ailleurs Yves Gastou a des exemples, ce sera plutôt des bagues avec du noir ou du mauve et une grande croix. Et il y a tout la sigillographie, l'étude des sceaux et tous les symboles de hiéraldique qui vont connecter les chevaliers entre eux. Un signe d'appartenance fort. Malte, les Templiers, les Teutoniques n'ont pas les mêmes signes. Mais voilà, ils portent en soi autant de bannières. Et on dit qu'en général, l'origine de la chevalière, ce sont d'abord des bannières sur le champ de bataille, et qu'ensuite on miniaturise les codes pour pouvoir se reconnaître et s'envoyer des messages qui sont des symboles importants de communication entre personnes de la même entente et du même clan aussi parfois. J'espère que nous répondons à votre question. Évidemment, plus il y a eu de fascination pour le Moyen-Âge, plus le mot même chevalière faisant rêver, c'est l'époque des chevaliers, c'est Jeanne d'Arc, c'est évidemment Guy Guesclin, le duc Guy Guesclin, toutes ces grandes figures vont en fait faire rêver, et du coup on a cette image du néo-renaissance, néo-médiévale, où on veut des chevalières. Éventuellement, un œil critique dirait aussi qu'une personne qui a fait fortune récemment voudra s'attribuer des symboles de richesse anciens pour légitimer sa nouvelle vie et sa réussite sociale, et que donc on collectionnera aussi des chevalières lorsqu'on est un nouveau riche. Je laisse cette critique à votre discrétion. Bien sûr, de nos jours, ce qui est merveilleux, c'est qu'on peut tout porter, tout ensemble, sur tous les doigts, comme on veut. Je ne suis pas sûre qu'on se rende compte à quel point nous sommes libres dans notre expression corporelle et dans notre expression joaillière, en fait. Vous pouvez mettre des choses précieuses et des choses non précieuses à la même main, ce que font beaucoup d'artistes, et c'est vraiment les artistes de nos jours qui vont aussi porter toutes ces bagues d'hommes à la mode. Pensez bien sûr à Keith Richards, des Rolling Stones et à plein d'artistes, parce qu'ils jouent de la guitare, ils chantent ou ils jouent des instruments de musique, donc ils attirent l'attention sur leurs mains.
Ce qui est normal, puisque c'est leur outil de travail, si je puis dire. Peut-être nous allons maintenant clore notre discussion. Merci à tous d'être là. Nous étions ravis de pouvoir faire cette conversation avec vous pour la première fois dans notre langue natale. Cela semble étonnant. Nous continuons ici à Hong Kong à présenter les bagues d'hommes et la collection de Yves Gastou. Nous aurons le plaisir certainement d'accueillir le fils du collectionneur bientôt. Et nous voyons donc cette exposition qui va continuer jusqu'au 31 janvier 2023. Nous avons travaillé l'école des arts joailliers a travaillé un magnifique catalogue. Il existe une version éditée par l'école lorsque l'exposition a eu lieu en France. Il y a aussi une autre version qui a été éditée lorsque l'exposition a voyagé à Tokyo. Et voici le troisième volet d'une exposition peut-être destinée à voyager encore. Et pour les nouvelles des actualités, si je puis dire, bientôt vous pourrez voyager dans la Chine ancienne et tout connaître de l'iconographie avec deux experts, n'est-ce pas ? Absolument. Donc l'exposition que nous avons eue à Hong Kong aura une suite à Paris qui est sur un thème un petit peu différent, qui est adapté évidemment. Et il y a une conversation qui est dédiée aux ors et trésors de la Chine ancienne avec Valentina Broccoleri et Olivier Segura, qui sera donc à Paris et en français, j'imagine. Français et anglais, je crois. Et anglais aussi. En anglais, oui. Donc le 14 décembre, vous pourrez en apprendre encore davantage sur l'iconographie chinoise. Merci beaucoup. Merci. Bonne journée. Au revoir.